C'est BF1 que vous avez choisi. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire. L'invité du jour, il est ancien avocat inscrit au barreau de Bordeaux. Il est docteur en droit fiscal de l'Université de Bordeaux, justement, président de l'Association des Burkinabés d'Aquitaine. Il est aussi politiquement engagé. C'est le docteur Adrien Bourema Savadogo qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Geblé. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci de me recevoir dans votre fauteuil blanc, qui est très connu. Je suis honoré et merci encore une fois. Le plaisir est également partagé. On commence par votre vie professionnelle. Pourquoi avez-vous quitté le barreau? Alors, pour vous répondre à cette question, il faut que je vous explique en réalité la profession actuelle que j'exerce. Je suis greffier principal d'un tribunal de commerce, donc le tribunal de commerce de Bordeaux, qui est une très grande juridiction. Et les greffiers du tribunal de commerce, c'est une fonction particulière qui n'a rien à voir avec les greffiers tels qu'on les connaît ici. Donc, nous gérons en fait toute l'activité économique d'un grand département. Et c'est à peu près 120 000 entreprises, donc de la création des entreprises, des difficultés des entreprises, tout ce qui est liquidation, redressement, sauvegarde. Et aussi, il y a les contentieux entre les sociétés commerciales, entre les commerçants que nous gérons. Donc, c'est une fonction très particulière. Et en réalité, enfin, ça explique le choix d'avoir quitté la profession d'avocat pour être greffier d'un tribunal de commerce. C'est très particulier. Donc, quand vous cherchez greffier, pour ceux qui veulent comprendre la profession, en fait, ne mettez pas greffier, mettez plutôt greffier du tribunal de commerce. C'est spécifique. Spécifique. C'est spécifique. Peut-être voilà. Plus juteux que le métier d'avocat? Or, on ne parle pas des juteux. C'est plutôt une question de choix d'exercice d'une fonction juridique. Bon, je pense que, enfin, on ne va pas trop rentrer dans les détails financiers, puisque c'est la situation que vous faites. Je pense qu'il y a des avocats qui gagnent très bien aussi leur vie. Et les greffiers aussi gagnent assez bien leur vie. Donc, bon, à ce niveau, je pense que c'est un choix purement professionnel, en fait. Voilà. Vous avez étudié en France. Pourquoi êtes-vous resté? Alors, j'ai étudié en France, j'ai étudié aussi au Burkina. J'ai fait la faculté des droits et des sciences politiques. Donc, à l'époque, ça s'appelait la FDSP, jusqu'à la 4e année. Et après, j'ai obtenu une bourse française pour aller poursuivre mes études en France. Et rester, bon, je ne sais pas si le terme est approprié. La preuve, je suis là avec vous. Donc, je ne suis pas resté. Ceci dit, actuellement, oui, professionnellement, j'exerce en France. Mais bon, de temps en temps, je reviens au Burkina. J'ai des amis au Burkina. J'apporte l'aide que je peux au Burkina. Donc, bon, mais je ne peux pas dire que je suis resté en France. Ça limite quelque peu votre contribution pour le développement de votre pays? Je ne pense pas. Je pense que la distance n'est pas un frein à la contribution au développement du pays. Je pense que c'est plutôt une question de volonté, une question d'opportunité aussi. Je pense peut-être même qu'en étant là-bas, je peux faire des choses que je n'aurais pas pu faire si j'étais ici. J'ai connu des associations que j'ai accompagnées pour construire des écoles, des dispensaires au Burkina. Donc, je ne sais pas si j'étais resté ici, je pouvais en fait être en contact avec ces associations qui allaient réaliser ce qu'ils ont réalisé. Pour citer, enfin pour les téléspectateurs, pour ceux qui savent, je suis donc membre d'une association qui s'appelle Tivoli Sans Frontières, qui a fait beaucoup de réalisations ici. On a construit pas mal de dispensaires, pas mal d'écoles. Bon, voilà, c'est pas... Peut-être pas le cadre de tout déballer, mais bon. Non, c'est très important justement parce que parfois le débat se pose, la contribution de la diaspora burkinabé au développement du pays et parfois certains ont du mal à mesurer justement cette contribution, pourtant elle est importante. Alors, ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous, mais peut-être qu'il faut se rapprocher peut-être du ministère de l'économie ou des finances, je ne sais pas quel ministère, ou des affaires étrangères, pour quantifier l'aide. Mais sachez quand même qu'en termes de devises, la diaspora fait rentrer quand même pas mal d'argent. Donc, si des sociétés comme Western Union existent, comme beaucoup de sociétés existent, c'est que justement la diaspora
envoie beaucoup d'argent. Voilà. Ceci dit, il n'y a pas de... Maintenant, comment organiser ces ressources de la diaspora de sorte à ce que cette contribution soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente? C'est vrai, c'est directement l'aide aux familles restées au pays, c'est aussi justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des constructions d'infrastructures sociales. Mais si la diaspora, s'il y a une véritable politique par rapport justement à la promotion de la diaspora, il est clair qu'il y a encore des ressources à mobiliser et des investissements à faire. Ah oui, oui, si, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, je suis entièrement d'accord avec vous. L'un des problèmes que la diaspora rencontre, en fait, c'est trouver des personnes, ressources pour gérer les activités. Parce qu'en fait, presque la majorité des immigrés connaissent ces problèmes. À un moment donné, vous voulez investir, mais vous n'avez pas quelqu'un de confiance sur place à qui vous pouvez confier en fait la gestion de votre affaire. Ça n'a rien à voir avec le cadre familial, avec le cercle des amis. C'est un peu plus complexe. Et il y a aussi une incompréhension. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez affecter une certaine somme pour la réalisation d'un projet. Vous budgétisez le projet, vous affectez la somme nécessaire. Mais une fois, je prends un exemple, vous avez confié donc la gestion du projet à votre frère, la somme arrive, un problème familial peut faire qu'il affecte, je ne sais pas moi, un tiers, un quart de cette somme, prioritairement au problème familial, mais lui, il ignore que peut-être vous êtes limite en fait, dans vos capacités financières pour combler en fait, les vides que lui il vient de créer. Et donc, du coup, vous vous retrouvez en fait, dans une situation là où vous vous êtes plus ou moins appauvri pour un projet qui ne peut plus continuer parce que en fait, justement, les fonds que vous avez alloués n'ont pas été affectés à leur destination première. Et vous ne pouvez rien dire puisqu'en fait, on vous prouve qu'en fait, ça a été affecté à un besoin familial. Donc, bon, ce n'est pas une faute, il ne faut pas chercher à qui la faute. Est-ce que l'État aussi devrait pouvoir organiser tout ça, le climat des affaires spécifiquement pour la diaspora? Alors, qui a besoin de connaître aussi les potentialités, là où il faut investir, etc. etc. Oui, c'est tout à fait faisable. Je crois savoir, sans plus de détails, qu'il y a quand même des initiatives. Et je crois savoir que des pays comme peut-être les pays comme le Mali ou le Sénégal sont plus structurés que nous à ce niveau parce qu'ils ont une plus forte communauté à l'extérieur. Voilà. Maintenant, nous, ça vient petit à petit, mais c'est vrai que l'idée mérite d'être creusée parce qu'effectivement, c'est l'un des problèmes. C'est comment trouver sur place, en fait, des ressources pour gérer les projets que nous initions. Il n'y a pas que la contribution, les ressources financières de la diaspora, mais il y a aussi l'expertise. La diaspora, c'est aussi des compétences qui peuvent effectivement aider le Burkina dans son développement. Oui, vous avez tout à fait raison, mais sans anticiper sur l'autre volet de l'interview, qui est le volet politique. Il faut savoir que la mise en place de la sous-section de Bordeaux, MPP de Bordeaux, a été motivée justement par les soucis d'apporter en fait une expertise, une contribution intellectuelle au développement du pays, aux problèmes que nous pouvons rencontrer. Parce que nous avons à notre sein des scientifiques, des ingénieurs, des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise qui ont cette volonté en fait d'apporter leur expertise pour le développement du pays. Et je vais vous citer un exemple concret. J'ai un ami, un néphrologue, qui s'appelle le docteur Kietga, qui fait énormément pour le Burkina, mais qui est installé en Europe, à la côté de la frontière suisse, donc, mais qui vient régulièrement ici et qui apporte énormément. Donc ça, ce n'est qu'un cas isolé, mais vous avez beaucoup d'individualités qui contribuent intellectuellement ou matériellement, sans parler de finances, au développement de ces pays, mais qui ne s'affichent pas pour des raisons personnelles ou parce qu'ils n'ont pas cru nécessaire de le faire. Donc ça, c'est évident. Il y en a qui vont jusqu'à penser à un ministère plein consacré justement à la diaspora. Alors, un ministère... C'est vrai qu'il y a entre-temps justement un ministère délégué chargé des Burkinabés de l'extérieur qui a été mis en place. C'est ce que je voulais vous
vous dire. Il y a un ministère délégué, donc en l'occurrence c'est une ministre qui s'occupe de la diaspora. Bon, est-ce que c'est nécessaire de donner un ministère plein à la diaspora? Bon, je laisse les soins aux... Peut-être juste une direction qui travaille justement à recenser toutes ces compétences et à voir comment elles peuvent contribuer justement au développement du pays. Je pense qu'au niveau du ministère délégué, c'est faisable. Donc je ne sais pas ce qu'un ministère plein, excusez-moi, mais bon, je n'ai pas une fine connaissance des compétences ministérielles pour trancher la question. Je ne sais pas ce que ça apporterait de plus. Voilà. Donc, des députés aussi de la diaspora à l'Assemblée? Alors, oui, pourquoi pas. Mais parlant de ça, il faut savoir remercier notre président, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui a permis à la diaspora pour la première fois de voter, voyez-vous. Donc si on remonte quelques secondes après ces propos, vous allez voir que j'ai dit que la diaspora contribue énormément au développement de ces pays, mais en fait on n'avait pas le droit de vote. Donc c'est quelque chose à saluer, par exemple. Et nous, on était très contents de pouvoir voter, donc d'exprimer. Avec toutes les difficultés qu'il y a eu quand même autour du vote de la diaspora, non? Il y a des choses à améliorer. Oui, naturellement, dans chaque œuvre humaine est perfectible. Ça, et surtout que c'est la première... Sur le potentiel, il y avait malheureusement peu d'inscrits. Alors, et surtout que c'est la première fois. Donc je pense qu'il faut d'abord saluer l'initiative, reconnaître donc le mérite de notre président, qui a pris un engagement, qui a su le tenir, et après, naturellement, il faut chercher les voies et moyens pour améliorer. Mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas aller dans des localités qui sont là où vous n'avez que 5 ou 6 Burkinabés pour installer un bureau de vote. En termes de coûts, ce n'est pas négligeable. Donc, ce qui fait qu'on a procédé d'abord en 2 étapes, c'est-à-dire que l'enrôlement, et s'il y avait le nombre nécessaire, que je n'ai pas en tête, d'électeurs qui s'étaient inscrits, on organisait les élections. Donc, ce qui fait qu'il y a des pays là où on n'a pas pu tenir les bureaux de vote parce qu'il n'y avait pas eu le nombre d'électeurs nécessaires. Mais ce n'est qu'un début, c'est la première fois. Et il faut voir que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mais aussi c'est dire que la prochaine fois, on peut travailler à améliorer. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions nous exprimer. Et ça, c'est le mérite de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui a pris un engagement qui a tenu avec son gouvernement et l'ensemble des forces qui la composent. Oui, puisqu'on parle d'engagement politique, mais avant d'y arriver, vous l'avez dit, avant l'engagement politique, vous êtes aussi un acteur important de la vie associative aussi au niveau de Bordeaux. Oui. Notamment, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, président de l'association des Burkinabés d'Aquitaine. Vous avez aussi été membre fondateur de l'association des Burkinabés de Bordeaux, c'est bien ça? Non, l'association des étudiants et sympathisants du Burkina. En fait, moi, je suis arrivé à Bordeaux à l'époque, il y avait donc une seule association qui s'appelait la TBA, l'association des travailleurs burkinabés d'Aquitaine. Il n'y avait que cette association qui était censée regrouper l'ensemble des Burkinabés. Et il n'y avait pas beaucoup d'étudiants burkinabés à l'époque. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et les besoins ne sont pas les mêmes, je vous explique. En fait, quand vous arrivez comme ça en France, vous avez par exemple un besoin de découvrir la société française, la vie française, ce que les anciens n'ont plus, ne voient plus la nécessité de faire. Vous avez un besoin en logement, vous avez des besoins du quotidien qui, en fait, ne constituent pas la préoccupation de ceux qui sont déjà là. Donc, moi, j'ai pris l'initiative avec d'autres camarades à l'époque de créer une association des étudiants qui, tout en étant en bonne entente avec l'autre association, l'association des travailleurs, en fait, s'occupait spécialement des étudiants. Des étudiants peuvent organiser des sorties, aller découvrir des petites villes à côté, faire échanger entre eux, et c'est très bien. Et la preuve, c'est que depuis la mise en place de cette association, elle existe, elle est dynamique et ça fonctionne très bien.
Mais les deux associations s'entendent parfaitement. Il y a des moments où on organise des activités en commun. Ben, il y a des moments où chacun fait les choses de son côté. Ça ne pose aucune difficulté. Être leader associatif dans la diaspora, ça vous aide un peu, non, dans votre engagement politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça aide. Non, je ne suis pas de... Non, je ne pense pas que ça m'aide particulièrement. Le monde associatif a ceci de particulier qu'en fait, vous êtes bénévole, vous donnez de votre temps, vous n'espérez rien en retour. Le monde politique, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous avez... Le politique espère toujours. Oui, mais enfin, quand je dis espère toujours, oui, vous espérez, par exemple, une transformation de la société. Vous espérez que les idéaux que vous avez pour tel sujet prévalent, mais dans le monde associatif tel que dans lequel je suis, je ne suis pas d'une association de défense de l'environnement ou de quoi que ce soit, là où vous avez d'autres objectifs. Mais moi, je suis dans une association, ou des associations que j'ai créées, ou à part l'association culturelle africaine LICA, mais en fait, c'est juste pour aider les Burkinabés dans leur quotidien. Et quand je dis dans leur quotidien, c'est aider un étudiant qui arrive à trouver un logement, à trouver de quoi manger. Parce que quand vous débarquez en France, vous ne ramenez pas les fourchettes et les cuillères dans vos affaires, sauf que dès que vous atterrissez, il faut manger. Donc voilà, c'est quelque chose d'immédiat. Quand vous arrivez, on vous dit de prendre un logement, mais d'abord il faut trouver le logement. Quand vous trouvez le logement, ben, il faut le payer. Mais, et avant tout ça, le bailleur va vous demander une caution. La caution, c'est qui? La caution, c'est quelqu'un qui est bien installé en France, qui peut justifier d'un revenu conséquent et sur qui, lui, il peut compter parce qu'il ne compte pas sur vous. Vous venez d'arriver, vous n'avez rien, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de compte bancaire, il ne compte pas sur vous. Il compte sur la personne qui est bien installée et à qui il peut éventuellement aller saisir les comptes si le loyer n'est pas payé. Voilà les choses basiques auxquelles on fait face quotidiennement. Et voilà. Et quand vous trouvez les loyers, les logements, pardon, ben, il faut l'équiper. Ben, vous ne savez peut-être pas là où il faut aller acheter tel matériel au bon prix. Donc, au quotidien, en fait, c'est ça. Bon. Après, quand on pousse loin comment je veux dire, l'aide, il y a malheureusement aussi, bon, c'est la vie qui veut ça, personne n'y peut rien, il y a aussi des décès que nous gérons. Voyez-vous, on a des compatriotes qui décèdent. Et il faut organiser les rapatriements des corps. Je l'ai dit parce que c'est lourd. C'est lourd, c'est douloureux pour les familles qui sont ici. C'est pas évident pour nous qui sommes sur place. Financièrement, c'est lourd. Il faut compter à peu près 5 à 6 000 euros. Si vous avez la chance que vous avez une assurance, ce qui n'est pas toujours le cas, ça va. Si vous avez les moyens, ça va. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut mobiliser la communauté pour venir en aide à la famille et trouver des solutions de rapatriement des corps, par exemple. Donc, ça, c'est le quotidien. Enfin, pas le quotidien, mais ça fait partie de la mission des associations. C'est un engagement patriotique et il faut le saluer, justement, ça suit valeur. Mais en même temps, derrière, ce sont de potentiels électeurs, non? Tous ceux que vous aidez. Alors, non, je ne mélange pas les deux. Je ne pense pas que les compatriotes que j'ai connus dans le cadre des associations soient des électeurs, parce que je ne défends pas du tout la même chose. Quand on s'engage politiquement, on a des idées. Je n'attends pas d'eux qu'ils adhèrent à mes idées parce que j'ai été responsable d'une association. Ça n'a pas de sens. Non, ce n'est pas un service rendu et vous attendez une contrepartie. Ça n'a absolument rien à voir. S'il y a peut-être un avantage, c'est que je connais du monde et je peux leur proposer, écoutez, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, est-ce que vous adhérez ou pas? Mais ça n'a rien à voir, il n'y a eu aucune corrélation entre le fait d'avoir été aux responsabilités d'une association et après le monde politique. D'accord. Voilà. Le monde politique, justement, vous êtes engagé politiquement dans le mouvement du peuple pour le progrès. Vous êtes responsable au niveau de Bordeaux, c'est bien ça? De la sous-section. La sous-section faut savoir de Bordeaux. Vous avez la section France. Donc le secrétaire général, donc c'est
Sibylle Baloum Célestin. Et dans les grandes villes, il y a des sous-sections. Donc, pour ceux qui maîtrisent parfaitement donc, les statuts du parti, ils peuvent faire les parallèles. Donc, la France, c'est une section. Et donc, dans les grandes villes françaises... Bordeaux, c'est une sous-section. Bordeaux, c'est une sous-section. Et vous en êtes le responsable, exactement. Justement. Et vous êtes là dans le cadre, justement, du congrès qui vient de s'achever et qui a vu des changements majeurs. Comment vous appréciez dans l'ensemble, justement? On a qualifié ce congrès de congrès de toutes les incertitudes. Beaucoup craignaient, justement, pour le parti. Il y avait les risques. On pensait qu'il y aurait l'explosion. Finalement, est-ce que vous êtes satisfait de cette recomposition? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Je vais juste renvoyer les téléspectateurs à ce que notre président d'honneur, actuellement, le camarade Simon Compaoré, a dit quand il était à votre fauteuil il y a quelques jours. On pensait que non, mais le congrès s'est bien tenu. On a eu des grands moments, j'avoue qu'on a eu des grands moments. Ceux qui n'ont pas écouté le dernier discours de notre président d'honneur peuvent aller le chercher sur Internet et écouter. C'est plein d'enseignements, c'est émouvant et c'est plein de justesse et de vérité. Et il faut savoir saluer, reconnaître les choses quand ça se passe bien. Voyez-vous, la critique, c'est peut-être trop facile. Mais on a souvent du mal à apprécier les choses à leur juste valeur. Voilà quelqu'un qui a eu un engagement politique pendant 46 ans, je crois, et qui volontairement a cédé les rênes d'un grand parti. Et en tout cas, de l'extérieur, il n'y a pas de remords. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, puisque je ne fais pas partie du bureau politique national ni du bureau exécutif. Mais nous, on a constaté que ça s'est très bien passé. Et ça, c'est à saluer. Donc, vous avez un grand homme politique qui cède la place à un autre grand homme politique, à la personne de M. Balassakandé Alassane. Il faut saluer ça. Après le reste, je pense qu'on rentre dans des suppositions sur lesquelles ni vous ni moi, personne n'a la vérité. Il faut juste constater que le changement est fait. La machine est en marche et je pense que le MPP... reste un grand parti solide. Le MPP est un grand parti solide et qui est prêt pour les échéances à venir et vous allez voir que ça va très bien se passer. Après, chacun est libre de supposer les choses qu'il souhaite. Et pour vous, le candidat idéal pour 2025, ça serait qui? Alassane Sakandé? Pour moi, oui. On a un très grand président. Il faut saluer l'œuvre qui est son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui est à la tête du pays jusqu'en 2025. Et donc, je pense qu'il faut voir les choses au quotidien et ne pas spéculer sur ce qui va se passer dans 2, 4, 5, 6 ans, peu importe. Actuellement, on a un président qui travaille jour et nuit pour la sécurité des Burkinabés, pour le bien-être des Burkinabés. Et je pense que nous devons tous être derrière lui. Quand je dis tous, je ne parle pas du parti, je parle de tous les Burkinabés, puisque c'est le président de tous les Burkinabés. Nous devons être derrière lui pour le soutenir dans son action. Parce que si nous rentrons dans des spéculations de ce qui va se passer en 2025 et on oublie les soutiens, je pense qu'on peut ne pas arriver en 2025. Donc l'essentiel, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. L'essentiel, c'est de soutenir le président dans son œuvre et nous allons avancer. Nous allons résoudre les problèmes de sécurité. Nous allons résoudre les problèmes économiques. Je pense que le pays a le potentiel. Le pays a la capacité. Le pays a à sa tête un président qui peut le conduire vers ses succès. Mais encore faut-il que... En attendant, les Burkinabés attendent tout ça. La sécurité, les Burkinabés attendent. Oui, bon, je n'ai pas dit que les Burkinabés n'attendent pas la sécurité. On peut attendre la sécurité et aussi contribuer à la sécurité. C'est quand même un échec, non, pour le MPP on a fini un premier mandat où la sécurité, la situation s'est suffisamment dégradée. On reprend le deuxième mandat. Ça continue. Je note que les élections se sont bien tenues. Et qu'avant les élections, on se disait qu'il n'y aura pas d'élections parce qu'on ne peut pas aller dans tel endroit du pays. Il n'y a pas que les élections. Pendant ce temps, le nombre de déplacés continue de s'agrandir. Laissez-moi finir. On a tenu les élections. Ça s'est très bien passé. Vous parlez de la sécurité. L'insécurité existe un peu partout. Si vous suivez l'actualité judiciaire, vous avez actuellement en France le déroulement du procès des attentats. C'est toujours l'excuse au niveau du MPP. Non, c'est pas. Vous généralisez toujours. Chaque pays essaie d'apporter sa solution. Mais c'est pas généralisé.
quand un phénomène est mondial, vous ne pouvez pas vous contenter de taper sur les autorités burkinabées. Il faut aussi voir le problème dans sa globalité. Oui, mais chaque pays essaie d'apporter sa solution au niveau du Burkina. Mais le président et la situation du Burkina est tout autre. Ce n'est pas pareil à la situation en France, ni au Niger, au Mali. Je peux vous assurer que le président et son gouvernement y travaillent. Donc, il y a des particularités propres au Burkina, je n'en disconviens pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas isoler les Burkina dans ces contextes et dire qu'il y a une défaillance ou quoi que ce soit au Burkina. Est-ce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de faire dans le déni de la réalité? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous a toujours crié? On a l'impression qu'on ne prend pas véritablement le problème à bras le corps, au sérieux, on est toujours en train de chercher des excuses. Monsieur Aubin, je ne vous ai jamais dit qu'il n'y a pas d'attentat. Donc dire qu'il n'y a pas d'attentat, c'est nier la réalité. Ce n'est pas ce que je vous dis. La réalité, c'est oui. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un travail qui est fait par les chefs de l'État et que nous avons tous à y gagner en les soutenant. Si au lieu de les soutenir, si chacun reste dans son canapé à critiquer l'œuvre, évidemment qu'elle serait moins efficace. Mais si nous sommes tous derrière, comme un seul homme, pour combattre l'ennemi, effectivement, là, on va trouver des solutions. C'est le cas, non? Est-ce que les Burkinabés ne sont pas solidaires de l'action gouvernementale dans la lutte contre le terrorisme? Je ne porte pas de jugement à ce niveau. Je peux juste vous dire que quand les terroristes arrivent à se déplacer en voiture, quand ils arrivent à se déplacer à moto, ce n'est pas un seul homme qui les fournit ces motos, ce n'est pas un seul homme qui les ravitaille en carburant, ce n'est pas un seul homme qui les donne à manger. Voyez-vous? Et aujourd'hui, justement, il y a des enquêtes au niveau de exactement. Donc, j'étais sûr que vous allez me parler de ça. Et donc, voilà, il faut saluer ce travail. Voilà les genres d'actions, les genres de résultats qu'il faut savoir saluer. Voyez-vous? Parce que ça, on ne le dit pas assez. Vous avez presque 70 personnes qui ont été mises aux arrêts pour trafic de carburant, mais c'est un travail de longue haleine. Et ça mobilisait beaucoup d'énergie. Et il faut aller jusqu'au bout, justement, de l'enquête et punir mais je pense que... dans la rigueur de la loi. Je pense que le gouvernement ou les autorités judiciaires iront jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Il ne faut pas qu'il y ait de protection, parce qu'on apprend aussi que derrière, il y a des casquettes politiques aussi parmi ces personnes arrêtées. Alors, peut-être que vous, en tant que journaliste, vous avez accès à des informations que je n'ai pas, mais permettez-moi de ne pas rentrer dans ces suppositions. Moi, je suis à la base un homme du droit, je suis avocat de formation, et je discute sur la base de preuves concrètes. Je ne peux pas discuter sur la base de suppositions, autrement il suffit de vous installer dans un bar à côté. Ce ne sont pas des suppositions, certains qui ont été arrêtés ont été aperçus quand même. Alors, des meetings politiques, ça c'est... Alors, encore une fois, je vais vous renvoyer ma profession, vous avez la présomption d'innocence. Donc si à la sortie de l'émission, on m'arrête que je suis complice de quoi que ce soit, ça ne fait pas de moi un coupable. Il faut attendre que la justice tranche, que je sois jugé, condamné, pour dire que je suis coupable. Mais tant qu'on n'en est pas là, je suis arrêté, mais j'ai la présomption d'innocence, donc vous ne pouvez pas... Toujours est-il qu'il faut sévir. Il faut sévir. Ah oui, naturellement, parce qu'on ne peut pas ne pas sévir. Vous voyez, quand vous êtes à la tête d'un pays et que vous avez de temps en temps des attentats où vos citoyens, vos compatriotes perdent leur vie, mais vous ne dormez pas bien. Donc, à un moment donné, oui, il faut sévir. Il n'y a pas de raison qu'on ne sévisse pas. Mais encore une fois, c'est la responsabilité de chaque Burkinabé. Oui. Moi, je ne sais pas. Ce sujet, par exemple, qu'on mette en place un numéro d'urgence, on ne va pas tomber dans la délation, mais de sorte que chaque Burkinabé, je dis bien chaque Burkinabé, qui a connaissance d'une complicité quelconque dans la commission d'actes terroristes, appelle ces numéros pour signaler. Et ça va donner lieu au moins à une première enquête de vérification. S'il s'avère que ce n'est pas fondé, s'il s'avère qu'il n'y a aucun élément derrière et que ce sont que des simples propos, on laisse tomber. Mais au moins qu'on puisse déjà signaler. Les Burkinabés le font, mais le problème aussi que ceux qui veulent le faire ne se sentent pas en sécurité et protégés et craignent aussi des représailles. Il y a aussi cette question. Si vous appelez, que vous signalez, je ne sais pas qui va dire que vous avez appelé. On ne demande pas de vous décliner votre identité. On demande juste de dire il y a ça et ça qui se passe ici et que les enquêteurs vont se charger de vérifier.
Malheureusement, ça arrive justement où les populations ont l'impression de ne pas être suffisamment protégées justement dans le cadre de l'alerte, de la dénonciation justement. Et sur la gouvernance politique, oui, il y a ce dialogue politique qui vient de s'achever. Oui. Comment vous appréciez les choses à ce niveau, le dialogue entre partis politiques? Là également, le consensus est recherché par rapport à un certain nombre de questions, comme la question sécuritaire, par exemple. Oui. Oui, mais l'opposition aussi a parfois l'impression que la majorité est très facilement dans l'accusation de complicité et elle a été interpellée dans ce sens également. Alors, comment vous appréciez la qualité justement de ce dialogue? D'abord, il faut saluer l'initiative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des questions qui transcendent en fait les clivages politiques. Et il faut, dans ce cas, réunir l'ensemble des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, pour discuter et trouver une solution. Ceci dit, naturellement, il peut arriver qu'il n'y ait pas de consensus. Mais ce n'est pas tant un problème, parce que s'il n'y a pas de consensus sur la solution adoptée, mais que les autres acteurs sachent qu'ils ont été écoutés, dans la mise en place du résultat qui va sortir, il peut y avoir un accompagnement. Mais quand vous n'êtes pas écouté et que l'autre met en place une stratégie, vous avez tendance à rester derrière, à ne pas soutenir l'action. Mais quand vous avez écouté, je pense que tous les acteurs politiques ont cette maturité de se dire qu'effectivement, on a été écouté, mais il y a une divergence de point de vue. Il y a cette position qui a été adoptée. Nous allons l'accompagner et on verra à la fin le résultat qui sera le résultat escompté. Il y a aussi que par moment, cette opposition aussi ne se sent pas toujours écoutée. C'est vrai que il y a eu ce cas de dialogue qui a été instauré, il y a eu une suspension, après ils sont revenus sur la table. Cette fois-ci, visiblement, on s'est entendu sur un certain nombre de points. Oui. C'est bien pour justement faire face à un certain nombre de questions. La nation, mais derrière aussi, la crainte, c'est qu'on tombe dans une forme de démocratie consensuelle qui fait aussi que l'opposition ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. Alors, vous parlez de l'opposition, mais vous pouvez aussi parler de la situation délicate du parti qui est au pouvoir. Admettons que lors de ce consensus, lors de ces rencontres, les partis au pouvoir décident de mettre en place en fait, la stratégie proposée par l'opposition. Je prends un exemple. Et que ça ne donne pas les bons résultats. Vous pensez qu'aux élections qui vont venir, en fait, le parti va sortir pour dire non, on a un mauvais résultat parce qu'on a appliqué la solution proposée par l'opposition. Et l'opposition va dire quoi? Oui, excusez-nous parce que oui, effectivement, non, ça ne va pas être ça. Donc vous avez un parti au pouvoir qui a la responsabilité de conduire les pays avec, donc, certainement, enfin, avec l'appui du gouvernement. À un moment donné aussi, il faut que le parti majoritaire puisse faire prévaloir ses idées, puisque c'est sur cette base... On accuse toujours aussi l'opposition de ne rien proposer, qu'elle fait dans la critique facile, qu'elle ne propose rien. Oui, mais je ne suis pas, moi je ne suis pas à la table des négociations, mais ce n'est pas des simulacres de négociations. C'est-à-dire qu'en fait, de discussion. C'est-à-dire, effectivement, quand on appelle l'opposition pour discuter, c'est pour écouter les propositions concrètes. Parce que si, de là, on sort une solution pour les problèmes du pays, c'est les partis au pouvoir qui sortent gagnants. Parce que les gens, ils voient que effectivement, c'est les MPP au pouvoir et c'est les MPP qui ont proposé une solution et c'est les MPP qui sont gagnants. Donc, si les MPP n'appliquent pas des solutions proposées par l'opposition, ce n'est pas juste parce que ça vient de l'opposition, c'est parce qu'au fond, le parti a estimé que la solution n'était pas la bonne. Est-ce que le consensus, justement, oui, dans la gouvernance opposition-majorité, est-ce que ce n'est pas un danger pour la démocratie? Non, c'est l'expression même de la démocratie. Autrement, on tombe dans une forme de dictature. Quand vous avez une opposition qui semble parfaitement d'accord avec ce qui se fait au niveau du pouvoir, qui ne joue plus son rôle de contre-pouvoir, il y a un problème. Vous vivez en France, vous savez bien que ce n'est pas le cas. Le débat est véritablement contradictoire. L'opposition joue pleinement son rôle. Mais le débat est contradictoire ici. C'est pareil.
L'opposition s'exprime, la société civile s'exprime, les syndicats s'expriment. Après, au gouvernement, au parti, au pouvoir, de faire le tri, de voir ce qui peut être fait, ce qui ne l'est pas. Ainsi va la vie. D'accord. On est presque en fin d'émission. Sur la question économique, c'est vrai que parfois l'un pourrait justifier l'autre, la question sécuritaire justement, mais l'économie aussi va mal, l'économie du Burkina. Alors, est-ce que ce n'est pas votre constat? Non, ce n'est pas mon constat. Après, peut-être que vous avez des données que je n'ai pas. Moi qui viens de temps en temps au Burkina, je constate que le pays se développe. Je constate qu'il y a beaucoup d'évolutions. Vous avez des échangeurs qui se sont construits, vous avez des routes qui sont goudronnées, j'étais là... Des infrastructures mal exécutées, vous avez l'actualité avec ces bâtiments qui tombent au moindre vent. Je vais vous répondre sur ces points après. J'étais là en avril, je suis allé donc, dans mon village qui se situe après Kongoussi, Tikale, enfin en allant, et j'ai vu en fait qu'ils étaient en train d'enterrer des câbles pour la fibre optique. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire que même les villes éloignées, les villages éloignés, bientôt auront la fibre. Donc, il faut savoir saluer ça. Voilà. Maintenant, vous me parlez de... Je vais pas ces infrastructures mal exécutées. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir entendu votre question pour ne pas y répondre. Mais quand vous avez un seul bâtiment qui s'effondre quelque part, bon, après, en termes de proportion, il faut regarder les restes. Beaucoup d'écoles. Les restes qui n'est pas... Il y a eu le cas d'Andé, par exemple. Ah non, mais je ne conteste pas. J'ai dit aussi, il faut regarder les restes. Il y a les restes qui tiennent debout. Entre ce qui est tombé et les restes, qu'est-ce qui prédomine? On ne va pas faire dans une histoire de rapport. Il y a que beaucoup de bâtiments publics sont mal faits. C'est un constat. Beaucoup de bâtiments, qu'est-ce que vous entendez par beaucoup? Vous voyez les infrastructures du 11 décembre décoiffées au moindre vent. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous avez le terrain de Manga, le gazon mal posé qui s'en va. La discussion, par l'exemple, la discussion. Vous ne pouvez pas prendre un exemple et dire que tout est mal exécuté. Non. Quand l'exemple, il y a de la récurrence dans les exemples, les mauvais exemples. Je pense que on a vu les infrastructures à Gawa, on a vu à Banfora. Je ne sais pas si... Alors, il y a aujourd'hui le cas de la route Fada-Gunguin sur la région de l'Est, une route importante. Je ne sais pas. Les travaux ont été lancés depuis très longtemps, ça n'avance pas. Oui, je ne sais pas s'il y a une ville là ou un pays là où on n'a pas de problème d'infrastructure. Moi, je vais vous prendre l'exemple de la ville où j'habite. Hein. On a un peu longtemps commencé la construction qui s'appelle le pont Simone Veil. Pour ceux qui veulent aller voir ça sur Internet, on a commencé la construction du pont, mais l'entrepreneur qui a remporté les marchés a bloqué la construction du pont en disant mais il faut faire une rallonge budgétaire. Pourtant, il y a un marché, il y a un appel d'offres, il a soumissionné, il a remporté. Et il a bloqué en disant non, les données qui m'ont été données... C'est parce que les textes, on est en démocratie, c'est sûrement les textes le permettent. Monsieur Guébré, le Burkina est un pays démocratique. Nous venons de lire notre président au premier tour il n'y a pas longtemps. Donc, bon, je pense qu'en termes de démocratie... En France, l'entreprise ne peut pas se permettre ça si les textes ne le permettent pas. Vous êtes un homme de droit. Ah non, mais ici aussi, les textes le permettent. Vous avez vu les faits, mais vous n'avez pas cherché les conséquences derrière. On n'a pas dit que le bâtiment qui est tombé de l'autre côté, à l'université, il n'y a pas de suite judiciaire. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut aller. Oui, mais en attendant, des gens sont morts. Ah oui, mais des gens sont morts, mais il faut une enquête, il faut établir les responsabilités, il faut savoir pourquoi c'est tombé et prendre les sanctions qu'il faut. Je suis sûr qu'il y aura une suite judiciaire, ça c'est une évidence. Mais encore une fois, je suis désolé de vous le rappeler, mais bon, je suis avocat. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il faut condamner tel ou tel, même pas l'entrepreneur, voyez-vous, parce que vous ne savez pas pourquoi le bâtiment est tombé.
Oui, mais toujours est-il que quelque part sur la ligne, quelqu'un n'a pas fait son travail. Il y a des responsabilités à situer. Exactement. Et au plus haut niveau, c'est l'État qui est censé faire en sorte que les responsabilités soient assumées pleinement. Alors, l'État, c'est trop dit. Vous avez une justice qui fonctionne. Et je pense que la justice fera son travail avec l'enquête nécessaire. Et je ne pense pas que quelqu'un va esquiver la question des responsabilités. Voyez-vous. Il y a un bâtiment qui est tombé. Il y a eu c'est catastrophique. Vous avez des morts. Il y aura forcément une suite judiciaire. Mais n'anticipons pas sur la question des responsabilités, parce que ça c'est plus complexe. Il faut déterminer les causes. La justice dira qui est responsable. Voilà. Bon, maintenant, alors, je vois que vous voulez clore la discussion. Je voulais quand même parler un peu de venir sur donc en matière de sécurité. Dire toute ma reconnaissance aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui font un travail au quotidien très pénible, très difficile pour les Burkinabés, et il faut saluer leur action. Et je pense au passage qu'il faut redynamiser et en fait porter un peu plus à la connaissance des Burkinabés l'existence du fonds donc, de solidarité pour les soutenir. Parce que quand vous avez, je suis allé sur le sujet parce que j'ai un VDP dans ma famille. Vous savez, un VDP dans une famille, c'est que ça représente. C'est une main d'œuvre à moins. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne qui est VDP ne travaille pas à la maison. Oui, mais en même temps, ces VDP aussi, par moments, crient au fait que la prise en charge ne suit pas. Exactement. Promis donc par l'État. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas finir cette interview sans les saluer, sans les remercier pour le travail qu'ils font. Et naturellement, avec eux, les forces de défense et de sécurité. C'est un travail formidable, c'est du bénévolat, comme vous le savez, et c'est pas facile. Vous avez quelqu'un qui laisse sa femme et ses enfants pour aller faire ça. Et en attendant, il ne cultive pas. S'il ne cultive pas, comment il vit? D'accord. Voilà. On est en fin d'émission, justement. Et pour votre engagement politique, une question avant de terminer. Oui. Vous avez choisi peut-être quand même la courte échelle, non? Choisi le parti au pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas fait vos pas dans l'opposition d'abord? Je ne savais pas qu'il y avait une courte échelle et une grande échelle. Merci pour la précision. Moi, je pense juste qu'il y a un moment donné là où on a envie d'apporter sa contribution. Quand on est à l'extérieur, quand on est installé à l'extérieur, on ne parle pas d'échelle sur le plan politique. Je vois ce que vous voulez dire. Enfin, vous pensez qu'on s'engage, et dès qu'on s'engage, on a rapidement accès au poste de responsabilité. C'est ça votre coup d'échelle. Sauf que moi, étant en France... Ce ne sont pas les intentions... Non, mais justement, sauf que moi, étant en France, enfin, je n'aspire à aucun poste politique ici. La seule aspiration que j'ai... Qu'est-ce qui vous convient à vous engager dans un parti au pouvoir? Moi, ma seule motivation, c'est avec donc, mes amis et mes camarades du parti et de l'association, c'est apporter notre faible contribution à l'action de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à son gouvernement, pour que le pays avance. Maintenant, pourquoi choisir? Si j'avais choisi l'opposition aussi, enfin, la critique est facile. Hein. On peut dire que vous avez choisi l'opposition parce que vous souhaitez que ce pouvoir tombe pour avoir accès rapidement au poste. Donc, quel que soit le sens dans lequel on s'engage, non, moi je ne rentre pas dans ces considérations. Je sais juste qu'en fait... C'est plus difficile de faire de l'opposition que d'être au pouvoir. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez peut-être rien à faire qu'à critiquer ce qui se passe. Ah bon, vous pensez? Oui, vous savez ça. Je sors demain, je brandis une pancarte, il y a l'insécurité, mais en attendant, je brandis la pancarte, mais la pancarte qui est censée contenir la solution, elle est vide. Tout à l'heure, on parlait des solutions de l'opposition. Oui, mais justement, c'est ça en fait. Donc vous dites que c'est plus... Moi, je dirais que c'est plus facile d'être dans l'opposition. Ah oui? Ah oui, c'est plus facile. Ce n'est pas plus facile dans la majorité, dans le pouvoir? Ah non, justement. Parce que là, on a tous les moyens. Hein? Ah non, vous n'avez pas tous les moyens. Vous n'avez pas tous les moyens, au contraire. Les partis au pouvoir en Afrique sont généralement les partis qui ont plus de moyens. Qu'est-ce que vous entendez par moyens? Financièrement parlant, ils ont de la ressource parce qu'ils ont des membres qui sont dans le gouvernement, qui sont des directeurs généraux, donc ils ont de la ressource. Mais être directeur général ou être dans le gouvernement, ça ne vous donne pas plus d'argent que ce soit. Pourquoi vous pensez que ça vous donne plus d'argent? Mais on est en Afrique, on sait aussi que les gens profitent des avantages du poste.
Alors, je pense qu'il ne faut pas rapidement répandre. La preuve, quand on voit les déclarations de biens, après, on voit justement comment nos ministres, en un temps record, changent de statut quand ils viennent au gouvernement. Donc, moi, c'est... Alors... si on devait s'en tenir au salaire, beaucoup doivent rendre des comptes. Mais moi, ce n'est pas ce que je constate. Chacun est libre de faire le constat qui lui convient. Je ne rentre pas dans cette facilité de dire qu'à partir du moment où on est dans les gouvernements, enfin, on devient subitement millionnaire, où on a des grosses voitures. Bon, bref, ça c'est... C'est le constat qu'on fait. Ça c'est réel, ce n'est pas de la spéculation. Alors, un constat, bon, c'est pour ça que je dis chacun est libre de constater comme bon lui semble. Mais il faut savoir qu'en général, ceux qui accèdent à ces postes de responsabilité, ce sont des gens qui sont professionnellement posés déjà. Donc, ils n'arrivent pas là. Ce n'est pas toujours le cas. Au Burkina, beaucoup sont des politiciens professionnels. Mais alors, je ne sais pas ce que vous entendez par politicien. Toute leur vie, ils n'ont fait que de la politique. Il y en a partout. Je ne vais pas vous, comment je veux dire, vous décevoir si je vous demande d'aller vérifier le parcours de quelqu'un comme Jacques Chirac, par exemple. Feu Jacques Chirac, vous ne trouverez dans son CV aucune fonction autre que politique. Maire de Paris, président du RPR, président de la République, qui n'a jamais exercé quoi que ce soit. Enfin, donc ces ressources, il les a eues où? Dans la politique, peut-être. Il est normal qu'à partir du moment où vous avez des responsabilités, vous soyez rémunéré à la hauteur de vos responsabilités. Ça, c'est un fait, ça, c'est normal. Donc, ça vous donne plus de ressources. Mais et donc, par rapport à la pratique politique, bon, plus de facilité que ceux qui sont dans l'opposition. Mais je ne pense pas, justement. En fait, votre sous-entendu, c'est de dire qu'à partir du moment où on a accès aux responsabilités, on a plus facilement l'argent. Mais enfin, vous pouvez aussi inverser la question. Ceux qui sont dans l'opposition, vous ne pensez pas qu'ils ont peut-être aussi de l'argent pour être dans l'opposition? S'ils n'ont pas de poste de responsabilité dans l'administration et que c'est leurs affaires qui leur permettent de... Mais on peut aussi penser de façon tout à fait normale, logique aussi, qu'il y a peut-être des gens qui les donnent de l'argent pour faire en sorte qu'ils puissent accéder aux responsabilités. Pourquoi vous ne voyez pas la chose dans ce sens? D'accord. C'est pas aberrant de penser comme ça. Nous sommes en fin d'émission. Merci, monsieur Adrien Bourema Savadogo, d'être passé dans le fauteuil blanc. Merci, M. Guéblé, de m'avoir reçu. Et merci aux téléspectateurs pour le temps qu'ils vont consacrer sur cette émission. Le temps ne m'a pas permis d'aller un peu plus en profondeur sur les sujets, mais j'ose espérer que prochainement... On aura d'autres occasions, justement. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore d'être passé chez nous. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité dans le fauteuil blanc. Il y avait Dr Adrien Bourema Savadogo, président de l'Association des Burkinabés d'Aquitaine et responsable de la sous-section MPP de Bordeaux en France. Merci de nous avoir suivis. Excellent suivi du programme sur BF1. Bonsoir.